Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport sur TV 78. L'émission à ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui, comme toujours, il y aura des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils se sont préparés comme jamais pour cette émission. Présentation en musique de cette magnifique équipe. On commence à ma droite, musique. Il vient tout juste d'atterrir à l'aéroport de Paris. Il a très bonne mine car il est parti au soleil pendant quelques jours. Il ne nous montrera pas sa marque de bronzage, il me l'a dit dans les loges. Notre gladiateur Pierre Chevalier, responsable de communication au Rugby Club de Versailles, est avec nous pendant une heure. Salut les amis, salut à tous. Effectivement, je me suis un peu exilé pour bien préparer cette émission. J'avais besoin un petit peu de recul et puis un petit peu de soleil, un petit peu de vitamine D pour ça. Vous avez révisé sur la plage, c'est ça? Voilà, j'ai écrit sur le sable tous les sujets et puis j'ai pu bosser avec les doigts de pied en éventail. Et les Illinois veulent savoir, vous êtes parti où? Je suis parti en République Dominicaine, à Punta Cana, et j'embrasse tous ceux et celles avec qui j'étais d'ailleurs. Et vous êtes très sympa, vous ne nous avez pas invités autour de cette table, mais c'est pas grave, une prochaine fois. J'invite les amis. On continue notre tour de table à gauche, musique. Lui n'a pas le temps de partir en vacances, il travaille jour et nuit pour réaliser de magnifiques performances sur cette émission. C'est l'un des meilleurs journalistes sur le sport italien et sur le sport illinois. On le dit à chaque émission, le monde entier tente de nous le piquer. Notre Italian lover Grégory Canale est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël. Hola Piero. Bonjour à tous. Le temps est un peu moins allé que Pierre. Oui, vous avez compris, Grégory, il nous emmène pas en vacances avec lui. Non mais il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres rendez-vous. On repasse de l'autre côté à musique. C'est un petit nouveau. Il honore sa deuxième sélection dans cette émission. Il est responsable sponsoring, je vais arriver à le dire, chez Orange en Ile-de-France. Il adore le sport et notamment le rugby et le football, mais il s'y connaît dans tous les sports. Vous allez voir, il va vous impressionner. Philippe Volac nous fait l'honneur de venir dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous, Philippe? Ça va, j'ai une dent contre quelqu'un, contre personne sur le plateau, mais bon, j'ai une petite chic, donc mais ça va aller. Oui, un petit problème, mais bon, ça ne vous empêche pas de faire l'émission. De parler et de faire l'émission. Vous êtes en forme, deuxième sélection pour vous aujourd'hui? Vous montez en puissance? Quand on aime, on ne compte pas. Ouais. On termine de l'autre côté à musique. C'est un monument dans cette émission, notre Machu Picchu, notre Colisée, notre Big Ben. L'émission ne serait pas pareille sans lui. Il va nous régaler une nouvelle fois aujourd'hui. Coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonsoir à tous. Notre Big Ben, comment allez-vous? Impeccable, Machu Picchu. Moi aussi j'ai une petite... mais pas là. C'est pas... On passera les détails. On passera les détails. Je vais me préparer aussi, j'ai tout révisé impeccable. Comme d'habitude. J'étais à l'Espagne, à la Frontera. Pour les aficionados. Alors avant de passer au programme de l'émission qui a commencé très fort aujourd'hui, on le voit, on va parler de football américain et des débuts assez compliqués des Templiers d'Elancourt dans le championnat de 2e division. Ils ont perdu le premier match de leur saison contre les Léopards de Rouen sur le score de 23-6 et ils ont ensuite perdu sur tapis vert face au Caïman du Mans à domicile. La raison, ils n'ont pas trouvé de médecin pour jouer le match. Le score est donc de 18-0 pour le Mans. Ils se sont rattrapés en faisant un match amical avec les joueurs sur place, un match amical qu'ils ont perdu 21-20. Pour l'instant, les Templiers sont derniers de la poule, eux qui visent la montée en fin de saison. La question sur cette thématique, un mauvais début de saison condamne-t-il forcément une équipe? Oui ou non? Non pour vous Grégory, non pour vous Jean, oui pour vous Philippe et non pour vous Pierre. On va faire un petit duel entre Grégory et vous Philippe. Philippe, vous commencez, vous êtes seul contre tous. Seul contre tous. Ça commence. Non, ça commence. Les gens qui sont sur ce plateau. Non, je pense pas que ça condamne. Ça condamne. Bon, malheureusement, ils ont perdu 2 matchs, dont un sur tapis vert. Ils ont gagné que 2 matchs amicaux avant contre 2 des 3. Donc c'est pas non plus. Bon, les 3 dernières années, ils sont sur 3 demi-finales, je crois, en plus 3 demi-finales. Ils sont toujours à la limite, mais ils sont ne toujours montent pas en voilà, première c'est division. ça. Ouais. C'est un peu limite. Bon, c'est sûr que comme ça 2 matchs, mais bon, le Rouen c'est quand même une grosse équipe, quand même, une grosse écurie quand même, Rouen. Après Caïman, on peut pas savoir ce que c'est, mais je pense qu'ils étaient prenables s'ils avaient joué contre eux. Mais c'est méchant, oui, c'est méchant Caïman. C'est Caïman les meilleurs. Et voilà, moi je pense que non, faut encore attendre, voir les 2 prochains matchs. Et là, je pense que là ça peut être. Ouais.
Grégory. Ça les condamne pas forcément. Il y a 10 matchs en tout dans la saison régulière à jouer. Alors oui, c'est pas le départ escompté, c'est pas le départ. Donc, 2 défaites en 10 matchs. Hein. 2 défaites en 10 matchs, mais il en reste 8 du coup pour se qualifier pour les playoffs. Donc on ne parle pas encore de montée, mais de playoffs pour se réserver le droit de jouer une place, aller pourquoi pas en finale et monter en D1. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. J'ai du mal. Par contre, oui, c'est sûr que dans les têtes, peut-être que ça va peser le fait d'avoir perdu sur tapis vert. En plus, pour leur retour à domicile, à voir comment ça les impactera sur le reste de la saison. Maintenant, il leur reste 8 matchs à jouer. Rien n'est joué encore dans cette division 2. Casque d'or. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'étais de l'avis de Greg. Et Philippe vous a pas. Mais surtout qu'il a dit la même chose. Il s'est trompé, il n'a pas dû comprendre la question, Philippe. Si. Parce qu'il a dit que finalement ils n'étaient pas condamnés. Il a dit. Non, pour moi, il démarre juste. Hein. Philippe l'a dit, Rouen est une des grosses écuries de leur poule. Et le deuxième, sur tapis vert, là c'est vraiment. Je dirais c'est une grosse erreur. Pour moi, c'est une grosse erreur. Puisque c'est une histoire de médecin qui n'était pas présent le jour du match. Donc là, c'est vraiment une grosse erreur. C'est même pas du sportif, là. Là, c'est une erreur administrative. Là, il y a de quoi... je ne pense pas que ça va les affecter pour le restant du championnat. Ils doivent être en colère sur le moment. Mais bon, après... 8 matchs, c'est les combien qui sont qualifiés? Les 4 premiers? Les 2 premiers, je crois. Les 2 premiers. Les 2 premiers, ça va être un petit peu plus compliqué, mais parce que quand on perd 2 matchs sur 2. Les 2 premiers de la poule, je parle. Oui, bien sûr, mais enfin, il reste 8 matchs. Rien n'est, c'est pas dit qu'ils soient condamnés. C'est pas un bon départ, mais ils ont plus trop droit, on va dire, à l'erreur maintenant. C'est ça. Pierre. Plutôt team Greg et Jean pour la condamnation. Pas forcément automatique après 2 défaites, mais je me souviens de tous les débats qu'on a fait en début de saison sur les Templiers d'Elancourt. On en parle souvent parce que c'est une équipe qui nous tient à cœur. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus évoluer parce qu'il y a eu une interruption plus ou moins longue avec ces années de Covid. Et là, on est un peu sur du bis repetita avec des démarrages poussifs. Beaucoup de volonté, de bonne volonté de l'ensemble des interlocuteurs qui prennent la parole, notamment sur ce plateau, et ceux qui mènent aux destinées des Templiers. Et puis, ils loupent la première marche. Je suis de l'avis de Jean aussi. Louper la deuxième pour une erreur administrative, alors que a priori tous les calendriers sont bien établis, les choix dans la date sont également convenus entre tous, et notamment j'ose espérer du médecin aussi. Donc là ça ils peuvent avoir des regrets si jamais ça passe pas à un match près sur les victoires. Là, c'est souvent avec une défaite que les Templiers ne montent pas en première division. Donc c'est là où à la limite j'aurais pu être mitigé en disant perdre 2 fois sportivement, ça ne condamne pas complètement. Une fois sportivement, une fois administrativement, là pour le coup c'est presque une erreur, une faute professionnelle dans la gestion de la saison d'une équipe de football américain. Donc espérons que ça ne leur porte pas de préjudice à la fin de cette saison. Ça leur fait en plus un 18-0, donc peut-être que ça peut aussi peser dans la balance à la fin. Ouais, c'est lourd. Et ils ont aussi un nouveau joueur américain, on en a très peu parlé pour l'instant, c'est Ashley Brooks, parce qu'on n'a pas pu le voir jouer finalement le dernier match des Templiers d'Elancourt, un quarterback américain. Qu'est-ce que vous en pensez toujours de faire venir, alors on ne le connaît pas forcément, Ashley Brooks, qu'est-ce que vous en pensez de faire venir des imports US comme ça? C'est un petit revirement dans la politique des Templiers qui aimaient bien ces derniers temps faire jouer leurs propres jeunes, alors que là ils font venir un import US. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait venir des Américains. C'est acquis tout double, j'ai envie de vous dire. Il vient d'un pays forcément où le football américain, son nom l'indique, est très, très développé. Il va peut-être pouvoir apporter une expérience, des choses qui ne se font pas forcément en France, des choses un peu différentes. Maintenant, si c'est au détriment, comme vous le dites Michael, de jeunes qui étaient prometteurs et qui avaient peut-être un peu plus leur mot à dire sur le terrain qu'un import US, on va dire la saison nous le dira, le reste de la saison nous le dira, ça peut être acquis tout double. Si effectivement c'est un super joueur, là on pourra dans le passé, on se souvient notamment de Sean Shelton qui avait réussi à propulser les Templiers parmi les meilleures équipes européennes. Simplement là il occupe quand même le poste clé au football américain. Généralement ils prennent les postes clés pour les donc la politique peut rester la même, parce qu'ils font venir un joueur des États-Unis, que ça va changer leur politique globale du club. Il est certain quand même qu'à ce poste clé, quarterback, il faut quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle, quoi. Si
si on a un lanceur de pizza au poste de quarterback, si on a Giorgio le pizzaiolo, ça va peut-être pas le faire. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un gars qui a une pointure, quoi. On l'avait dit, il y a 15 jours à peu près, ils ont besoin, et je crois que le football américain d'une manière générale a besoin d'apports de qualité et de l'expérience en fait, de l'expérience des Américains sur leur sport, on va dire leur sport, comme vous l'avez rappelé, et donc sur un poste clé et de temps en temps sur une des pièces maîtresses de l'effectif, je pense qu'il peut apporter de l'expérience et justement que ça puisse profiter à des petits jeunes qui vont pouvoir se lancer après derrière. La seule chose ensuite, c'est que la saison est assez courte et donc les feuilles de match là aussi peut-être il y aura peut-être 8 matchs finalement à disputer. Même si ça bouge beaucoup, au football américain en attaque-défense, mais là pour le coup, je pense que ça peut vraiment leur apporter l'expérience. Et je crois que c'est la conférence qui est la plus relevée en plus. Je crois bien. Oui. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de l'Yvelinois Jean-Pierre Garcin qui a terminé 16e du dernier Dakar. Nous parlerons aussi de la pépite du basket français. L'Yvelinois Victor Wembanyama est-il prêt pour la NBA? Mais avant de parler de ces thématiques, on va parler de rugby. Un petit son, voilà, en hommage à Jean, peut-être, c'est votre son. C'est sa partie. Jean, c'est votre partie. Alors, on va commencer cette page rugby par un résultat. C'était le choc à ne pas manquer dans les Yvelines. En Fédéral 2, Versailles recevait Plaisir pour un derby qui s'annonçait sulfureux entre deux équipes dans le top 6 de la poule. Un beau duel qui a tourné à l'avantage du PRC sur le terrain des Versaillais. Le score 30-19. Versailles a réussi à tenir une mi-temps en tenant en échec ses Plaisirois 16 partout avant de craquer en seconde période. Votre avis tout simplement, Pierre Chevalier, sur cette rencontre? Moi, je l'ai vécu in situ et dire que la logique a finalement été respectée. Deux choses. La première, c'est que par rapport au match aller qui avait été d'une toute autre facture, où là, pour le coup, on avait pris assez cher à Plaisir. On a montré, les Versaillais ont montré un autre visage sur la réception de Plaisir. Et la deuxième chose, c'est une question assez large d'expérience, vraiment d'expérience dans cette Fédérale 2, dans cette poule-là en particulier. Plaisir y est depuis plus de 6 saisons maintenant, avec clairement des matchs gagnés, des matchs perdus, des saisons au couteau où ils se battent pour ne pas descendre et ils réussissent à ne pas descendre. Versailles, c'est la première saison des Bleus et Blancs à ce niveau-là. Donc là, ça a été une opposition à la fois d'expérience et de style. Je retiens que à la mi-temps, le score était de parité à 16-16 et on avait vraiment bien tenu notre rang. Et après, il y a eu des changements assez déterminants et tactiques côté Plaisir. Et ça a basculé au fur et à mesure de la deuxième mi-temps en faveur des Plaisirois. On peut dire que la logique a été respectée. Depuis ce match-là, il y a eu dimanche dernier une belle victoire aussi, pas très nette, mais de 2 points de Versailles contre Ris-Orangis. Un autre gros de la poule. Donc Versailles grandit. Voilà, Versailles grandit, acquiert de l'expérience, s'est découvert un nouvel objectif sur cette première saison, celui d'aller chercher une qualif, ce qui n'est pas forcément évident à faire la première saison. C'est un groupe où il y a énormément de qualité. Le noyau dur de la saison dernière est resté. Quelques apports bien sentis à quelques postes clés, et on a un groupe qui a envie d'aller loin et qui a envie de faire plus qu'exister ou de se maintenir dans cette poule de Fédéral 2. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de cette victoire de Plaisir, votre ancien club face à Versailles, le club de votre ami? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous avez des amis à Plaisir aussi. Tout à fait. Oui, j'ai des amis un peu partout, comme tout le monde. Non, mais Pierre l'a dit, la logique a été respectée. On a une équipe de Plaisir qui, je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui est maintenant habituée à ce niveau, qui a fait ses preuves et qui maintenant joue les hauts de tableau. Il y a aussi quand même, et ça il faut pas se le voiler, cette nouvelle formule, cette nouvelle création de niveau de la Nationale 2 qui a été créée cette année, qui quand même a fait remonter pas mal de clubs et qui est aujourd'hui, on dirait aujourd'hui, la Fédérale 2 n'était pas celle
de la saison dernière ou des saisons d'avant. Ça, il faut quand même le préciser. Ça permet à une équipe comme Versailles, qui est montante, aujourd'hui de pouvoir prétendre à jouer la qualification. Je ne parle pas de Plaisir parce que Plaisir est une équipe qui aujourd'hui est aguerrie à ce niveau-là et qui est à sa juste position. C'est-à-dire dans les premiers, en haut du tableau, et une équipe qui l'an dernier, avec le même effectif, jouait le ventre mou et éventuellement une qualification. Ils étaient Plaisir à la place de Versailles cette année. Donc le fait que le niveau est légèrement baissé permet à Plaisir de jouer un petit peu plus les hauts de tableau et je dirais maintenant d'avoir des objectifs différents, c'est-à-dire la montée, j'allais en venir, et Versailles qui est un club montant, ça leur permet eux de pouvoir essayer d'accrocher une qualification. Moi je suis convaincu que Versailles se qualifiera parce que ils ont mis les moyens et ils ont fait le recrutement qu'il fallait. La mayonnaise a pris, récemment. La preuve en est le résultat du dernier match, battre Ris-Orangis, qui est un des cadors de l'équipe. Donc c'est une performance, c'est une belle performance. Et là, ils ont montré qu'ils existaient et qu'on pouvait compter sur eux, qu'on devait compter sur eux dans la poule. Donc ça ne peut laisser entrevoir que de bonnes choses pour Versailles, dont la qualification lui tend les bras pour moi. Alors selon nos informations, Versailles a un budget supérieur à Plaisir, si je ne me trompe pas. Oui. Si je ne me trompe pas, oui. Pierre Chevalier. Moi je dirais oui. Alors 300 000 € environ pour Plaisir d'après mes informations. Je ne sais pas exactement pour Versailles. Selon les syndicats, selon la police. Voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est un budget qu'on a consolidé grâce à de nombreux partenaires locaux, principalement, qu'on a consolidé déjà la saison d'avant et qui nous permet d'être, sur vos informations, au-dessus de celui de Plaisir. Alors du coup, la question sur cette thématique, les moyens financiers font-ils les performances en rugby ? Oui ou non ? Non pour vous. Non pour vous, Pierre. Mitigé. Vous êtes tous mitigés. Oui, quand même. Ouais. Bon alors Pierre, je vais vous redonner la parole et ensuite on fera un tour de table avec Philippe notamment. Un club de rugby amateur, j'insiste bien sur le terme amateur, c'est d'abord des frais de fonctionnement. Versailles, c'est un club de 650 licenciés et qui a un budget qui est notamment fait par un gros pool des cotisations et les licences de rugby, notamment celle de l'école de rugby et de nombreux seniors, puisqu'on va en gros de l'école de rugby jusqu'au loisir, notamment avec le rugby à 5 à toucher et les vétérans, les vieux crampons que je représente aujourd'hui aussi. Donc c'est des recettes de licence. Plus le club est nombreux en termes de licenciés, meilleur est le budget, mais c'est aussi en face des frais de fonctionnement qui sont relativement importants, de transport, de restauration quand les équipes se déplacent, d'inscription au tournoi, etc., etc. Pour ça, il faut mettre en face évidemment un budget et des recettes de partenariat. Il faut aussi reconnaître que de plus en plus dans le rugby amateur, et on parlait de la Fédérale 2 avec Jean tout à l'heure, tout à fait d'accord d'ailleurs avec ce nivellement par le haut qui s'est fait avec la création de la Nationale 2, puis de la Fédérale 1 et de la Fédérale 2 qui correspond maintenant à un niveau de Fédérale 3 de l'année dernière, qui est la poule dans laquelle était Versailles avec Maison Lafitte notamment l'an dernier. Donc il y a certains joueurs qui sont défrayés avec certains frais qui sont pris en charge par le club. Donc ça rentre dans le budget global du club. On parle pas de salaire, donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un rugby amateur. Et pour ça, il faut avoir de la visibilité et il faut avoir des partenariats privés qui représentent 70% de notre budget cette année. Donc oui, de là à dire que c'est parce qu'on a un gros budget qu'on joue la qualif, ça serait aller bien vite sur l'essence même du rugby amateur, qui est en fait cette fameuse mayonnaise dont parlait Jeannot. C'est le faire en sorte que les joueurs qui font ça en plus d'un métier, qui font ça en loisir, en fait, en gros, en hobby ou en loisir, soient heureux de se retrouver à l'entraînement, au match, et donc avec un état d'esprit qui permet, avec solidarité et en collectif, de gagner tous ces matchs, que ce soit de l'école de rugby, en passant par les juniors jusqu'aux seniors. Donc ça facilite le fonctionnement d'un club, ça ne détermine pas la réussite de quelque catégorie que ce soit.
Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que au niveau des clubs de rugby, un mécène, c'est très important parce que le sponsoring, ça représente quand même en moyenne 50% de la manne financière. Hein. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Hein. Oui, je sais bien. Et en plus, la billetterie, c'est pas sur la billetterie qu'on va gagner quelque chose. Un petit peu la buvette. Les clubs qu'on va gagner. Ouais, mais comme tu disais, je veux dire, c'est aussi le coût des licences qui est quand même élevé. Le coût des licences en rugby est quand même élevé. Et je pense que c'est important d'avoir un mécène. Il n'y a qu'à regarder tous les clubs s'ils ont un bon mécène. Après, s'ils sont aussi par les collectivités locales ou territoriales, c'est important aussi. S'ils sont soutenus aussi, comme on voit dans la poule de Versailles et de Plaisir, d'Aumont. Ils ont déclaré forfait général. Voilà. Il manquait aussi de mécènes. Et c'est un club quand même qui était quand même qui était aguerri, qui a plongé cette année. Et déjà l'année dernière, il y avait des prémices, mais là, il a plongé cette année jusqu'à déclarer forfait quand même. Donc c'est quand même pour le 95, c'était quand même le club phare du 95, je veux dire. Donc je pense que c'est important Grégory. Bien sûr que des moyens conséquents va faciliter les choses, ça va ouvrir des portes. Là, pour le cas de Versailles, Pierre disait tout à l'heure, ça a permis de maintenir l'effectif en place, peut-être de le renforcer, ça permet aussi d'investir sur le futur et de maintenir ce pôle formation, on le sait, qui est très important pour le futur et former les futurs joueurs du club. Maintenant, l'argent, ça mène pas à l'expérience, on l'a vu aussi pour d'autres exemples dans le sport, dans d'autres disciplines. C'est plus les années, les matchs, les différents scénarios, vivre des matchs. Il y a eu un match très difficile à l'aller face à Plaisir. Là, on a vu sur ce match retour qu'il y avait une vraie progression cette année pour les Versaillais avec le fait que cette équipe tienne la dragée haute à Plaisir, qui est un habitué de la Fédérale 2 pendant une mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, peut-être s'écrouler à cause de l'expérience. Je sais pas, manque d'expérience. Tu disais peut-être des changements qui ont été déterminants. Donc oui, l'argent facilite les choses. Maintenant, ça ne fait pas tout. L'expérience vient avec les années justement d'expérience, sur le terrain. Jean, ce sera le mot de la fin sur cette thématique avant de passer à la suivante. Ça ne fait pas tout, certes, mais c'est essentiel. Et ça fait la différence quand même entre un club qui a de l'argent et l'un qui ne l'a pas. Il y a aujourd'hui les clubs qui peuvent se permettre d'avoir des gros budgets, comme Versailles, qui arrive en Fédéral 2 avec un gros budget par rapport au niveau, avec un gros budget d'ailleurs supérieur à celui de Plaisir, qui eux, ils sont déjà depuis 6 ans. Ça leur permet simplement de pouvoir aller chercher des joueurs qui sont un peu comme tout le monde, parce que c'est de plus en plus, c'est du rugby amateur certes, mais il y a des défraiements, alors on appelle ça comme on veut, mais on a quand même quelques joueurs, on a quand même les joueurs aujourd'hui, moi qui suis entraîneur de rugby, je sais un petit peu de quoi je parle, les joueurs aujourd'hui vous parlent un peu plus, souvent, et dommage, un peu plus d'argent que de résultats sportifs. De projets de jeu. Voilà, de résultats sportifs. Donc il est vrai que le fait d'avoir un petit peu de budget dédié au groupe senior et aux joueurs pour les indemnités permet quand même de pouvoir amener à son groupe des joueurs meilleurs que si vous n'avez rien du tout à donner. Un joueur, si vous n'avez rien à lui donner, si c'est simplement l'amitié, l'amour, la joie, c'est bien, mais on peut pas non plus lui en demander plus que ce qu'il ne peut donner. Donc c'est peut-être pas essentiel, mais ça y contribue largement. Voilà. Donc il en faut, et les clubs qui réussissent sont les clubs qui ont des budgets. Non, je pensais que les joueurs venaient pour vous avant tout, Jean. C'est une époque, j'ai connu ça. Une époque, c'était l'humain qui prêchait beaucoup. Ça existe encore l'humain, mais pas à ce niveau-là. Fédéral 2, dernier petit point pour rebondir sur ce que disait Greg, c'est sur le timing. Première partie du championnat, Versailles se déplace à Plaisir, prend une valise énorme. On avait déjà ces différences de budget-là. Elles existaient déjà. Ou du moins dans ce que disent les interlocuteurs de Plaisir également, dans ce qu'on peut comparer. 3 mois plus tard, match retour, sportivement,
un scénario complètement différent, on perd au final, mais on perd avec les honneurs. Et là, les budgets n'avaient pas changé. Donc, c'est simplement pour dire que c'est aussi dans l'état d'esprit, dans l'humain qu'évoquait Jean, et dans les besoins aussi, qui sont couverts par les mécènes, que l'on peut s'épanouir à jouer au rugby, mais ça part aussi par d'abord une aventure humaine. On va maintenant passer à l'envolée dans cette émission, le moment fort de cette émission. De quoi allez-vous nous parler, Grégory ? Alors d'une belle histoire sur le point de se terminer, mais aussi d'un nouveau chapitre qui s'ouvre, on l'espère, un beau chapitre. Alors pour la première fois depuis 1975, le camp des loges de Saint-Germain-en-Laye pourrait se retrouver sans club résident, et pour cause, le PSG va plier bagage à la fin de la saison pour son tout nouveau centre d'entraînement à Poissy, un écrin de 74 hectares flambant neuf en cours de finalisation. On va en reparler tout à l'heure. Seuls quelques matchs des féminines de l'équipe réserve et des U19 se disputeraient encore au camp des loges, mais pas plus. L'enceinte sportive vitrine de Saint-Germain-en-Laye, qui va accueillir la team Grande-Bretagne pour les JO, se retrouverait quelque peu orpheline. Mais rassurez-vous, une solution émerge peut-être pour l'avenir du site. Un autre club parisien, cette fois-ci de rugby, pourrait atterrir dans la ville yvelinoise. Et quel club ? Le Stade Français, actuel deuxième du top 14, champion de France à 14 reprises, qui réfléchit à l'opportunité de faire du camp des loges son nouveau centre d'entraînement. Des discussions ont lieu entre les deux parties depuis quelques mois. Hans-Peter Wild, le propriétaire, président, et le directeur général Thomas Lombard ont déjà visité les installations, tout comme les deux futurs managers du club que sont Karim Ghezal et Laurent Labitte. L'affaire semble bien engagée, comme l'a confirmé le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, à nos confrères de 7-8 Actu. Je le cite, nous avons des discussions sérieuses et avancées avec le Stade Français. Nous devrions, je l'espère, arriver à une position dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de février. Nous sommes en train de construire un magnifique projet. Nous sommes dans les analyses techniques actuellement dans le sport français. Le Stade Français, c'est la deuxième marque après le Paris Saint-Germain. Bon, je pense qu'il exagère un peu, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour moi, c'est une évidence. Le Stade Français doit choisir le camp des loges. Ça nous ferait encore plus d'actualité sportive et de rugby à commenter. Je pense pas que ça va décevoir mes compères autour de cette table. Parler un peu plus de rugby. Et ça ne déplaira pas, donc ça ne leur déplaira pas. Mais c'est aussi, surtout, je pense, une bonne solution pour les deux parties. Alors, pour la ville de Saint-Germain-en-Laye, d'abord, l'identité parisienne, entre guillemets, du camp des loges est conservée. Après le Paris Saint-Germain, c'est le Stade Français Paris qui pourrait venir. Elle se consolerait avec l'une des plus grandes enceintes, des plus grandes écuries du sport français. Alors le PSG est bien sûr un club de renom, mais là on parle quand même du deuxième club le plus titré de l'histoire du rugby français, derrière le Stade toulousain. Il y a une importance sportive donc, mais aussi marketing qui a été développé sous l'ère Max Guazzini entre 1992 et 2011. Le rugby spectacle, Strass, Payet. On se rappelle aussi de quelques matchs au Stade de France. Aujourd'hui, le Stade Français, c'est plus de 300 000 abonnés sur Twitter, quasi 100 000 abonnés sur Instagram, 195 000 sur Facebook. 11 000 sur TikTok, le réseau social préféré de Jean. Bon, ils doivent encore progresser auprès des jeunes, peut-être le Stade Français. Et aussi, avoir le Stade Français au camp des loges pour la ville de Saint-Germain-en-Laye, ça pourrait aussi générer quelques retombées avec des supporters qui viendraient sur place pour observer le Stade Français. Mais aussi, de l'autre côté, pour les soldats roses du Stade Français, je pense que c'est une belle opportunité. C'est avoir un camp de base. Aujourd'hui, le club jongle avec plusieurs enceintes. Les joueurs s'entraînent au Stade Jean-Bouin, où se disputent également les rencontres, mais qu'ils doivent partager avec les féminines du PSG et les joueurs du Football Club de Versailles. Ils s'entraînent aussi du côté du stade du Saut du Loup, qui a été rebaptisé récemment Christophe Dominici, et c'est à Boulogne. Mais ce complexe est aussi utilisé par les équipes de jeunes du club. Alors le Stade Français bénéficierait d'une structure de qualité au camp des loges, qui était devenue quand même trop petite pour les joueurs du Paris Saint-Germain, mais qui sera tout à fait adaptée pour les rugbymen parisiens. Le camp des loges, en plus, n'est situé qu'à une vingtaine de kilomètres du stade Jean-Bouin, porte d'Auteuil, qui accueille les rencontres du club parisien. Bref, j'ai envie de dire, c'est un mariage de raison sur le papier, mais qui pourrait devenir un mariage d'amour dans l'avenir entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et les soldats roses. Et pourquoi pas un jour non plus parler du Stade Français, mais pourquoi pas aller du Stade Saint-Germain. Je pose ça sur la table. Stade Français Saint-Germain. Stade Français amateur de TikTok, du coup, Jean. On a du mal à vous faire décrocher, apparemment. Alors la question sur cette thématique, pour ou contre un déménagement à Saint-Germain-en-Laye du Stade Français, oui ou non? Pour ou contre? Pour ou contre? Pour ou contre, Jean?
Vous décidez, hein, les Yvelinois attendent. Ouais, tiens, allez. Allez, pour un petit duel avec notre cher Pierre. Alors Pierre, contre. Ouais, contre, parce que je suis très... Ça vous énerve? Non, ça... On en a entendu, ça m'énerve pas forcément, mais on est très attentif évidemment à ce qui se passe dans notre département. Quand je dis nous, c'est le RC Versailles. Je trouve que sur ce plateau, comme dans l'actualité sportive du département, on parle beaucoup finalement de nos voisins parisiens. On a parlé du PSG avec le Parc des Princes et cette possibilité de déménager à Poissy, et maintenant on parle du Stade Français Paris qui coloniserait les Yvelines. Ça vous énerve? Petit rappel quand même du sport professionnel vers le sport amateur. Le Stade Français Paris a quand même délogé nos petits copains de la CBB, de Boulogne-Billancourt, du stade du Saut-du-Loup. Il leur fallait une structure assez proche d'entraînement. C'est finalement Boulogne-Billancourt qui en a fait les frais. Maintenant la CBB, ils sont dans une structure un petit peu plus neuve mais plus petite, qui est Alphonse Le Gallo. Ils sont dans notre pool, donc on en parle assez souvent. Mais c'est une structure du 92 qui avait été un petit peu conduite par une équipe parisienne. Certes, on n'est pas dans les mêmes proportions du sport professionnel, de visibilité, de notoriété de marque, etc., et de niveau sportif d'une manière générale, mais là, je suis pas énervé, je suis méfiant. C'est-à-dire que c'est de dire tant que ça ne va pas au détriment des équipes du département, que ce soit par des investissements, des mises à disposition de terrain des Yvelines, du département des Yvelines pour des équipes yvelinoises comme Versailles, comme Plaisir, comme Maison Lafitte par exemple, pour ces niveaux-là, ça va. Tant que ça ne va pas à l'encontre. Là, on a plus l'impression que c'est un parachutage et un déménagement un peu forcé, certes avec un jeu de chaises musicales, puisque le PSG laisse le camp des loges pour aller investir a priori ce magnifique écrin de Poissy dans leur nouvel centre d'entraînement. Et en fait, quid de la suite pour les clubs yvelinois? Est-ce que les moyens que va mettre en œuvre le département des Yvelines pour accueillir le Stade Français Paris au camp des loges, travaux, mise aux normes, mise à jour, vont être déduits des budgets de fonctionnement qui peuvent ou pourraient être mis à disposition des clubs des Yvelines. Donc c'est pour ça que je suis plutôt contre et méfiant. Après, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et le Stade Français Paris est une très belle équipe. D'ailleurs, avec un ancien Yvelinois dans les rangs, un ancien Versaillais, avec Léo Barret dans les rangs. Donc, on se connaît bien et on en parle souvent. Voilà, c'est simplement, est-ce qu'il est possible de contenter tout le monde, notamment les clubs des Yvelines, avec un projet de cette ampleur-là? Jean, vous êtes pour? Oui. Alors on a tous compris que Pierre était contre, mais c'était bien ciblé, c'était la peur que Versailles soit dans l'ombre du Stade Français. Donc c'est pas trop, le duel va être facile. C'était pas l'intérêt général. C'était pas dans l'intérêt général. Oui, c'est vrai. Alors il rappelle, c'est vrai que entre guillemets, ils ont viré la CBB du Saut du Loup pour récupérer le stade. C'était pas très très galant parce que la CBB c'était aussi une équipe avec une histoire et ça avait été assez dramatique. Ils ont été à la base, je remonterai encore plus loin, puisque quand même le Stade Français avant c'était le Stade Français CASG, puisque le Stade Français n'est monté en première division que parce qu'ils ont fusionné avec le CASG, parce qu'ils ne sont jamais montés sportivement, à l'époque où Guazzini est arrivé, Max Guazzini est arrivé, et d'ailleurs, tiens, lui, il avait fait les frais. Juste une petite parenthèse, on parlait tout à l'heure de l'argent fait-il les grandes équipes. Ben lui non, puisque quand il est arrivé, il a acheté, entre guillemets, tous les grands joueurs de partout, de Toulon, du Racing et tout ça. Sur le papier, il faisait peur à tout le monde, et puis sur le résultat sportif, c'était pas bon. Donc lui, il a vite rebondi, et ça c'était juste la parenthèse. Mais ils ont quand même fusionné avec le CSG pour monter en première division. Aujourd'hui, ils ont investi le Jambouin, c'est à eux, il n'y a même plus le CSG, ça n'existe plus. Ils ont refait des travaux énormes pour les matchs, qui est maintenant un joli stade à l'anglaise et qui est très bien, on y voit partout, c'est super chouette. Maintenant, là où pour un club de rugby, et le rugby en est l'essence même, ils ont quand même pas de repères. Ils sont un coup au Saut du Loup, un coup au stade Dominici maintenant, un coup à Jambouin, un coup à Meudon, je ne sais pas s'ils vont encore à Meudon, dans la forêt de Meudon là-bas. Alors, c'est vrai que pour une équipe de rugby, en plus une grande équipe de rugby, il le montre et encore plus cette année parce qu'il est deuxième du championnat, et bien il leur faut quand même une stabilité. Et je crois que le camp des loges
doit être cette stabilité pour un club qui fait partie des meilleurs clubs de France. Voilà. Philippe, qui vous a convaincu? Moi, par hasard. moi, c'est pas pour l'intérêt général que j'ai parlé. Non, mais Jean, je pense que, comme disait Pierre, c'est sûr par rapport aux autres clubs, il ne faut pas que non plus que ça joue sur les finances des autres clubs et que voilà le fait d'être là-bas. Mais il joue pas là-bas, il continue à jouer. Il continue à jouer au Stade Français. C'est pas comme si il venait jouer au Camp des Loges. Ils viennent juste s'entraîner, si tu veux. Ouais. Déjà là, ils ont l'année dernière, je crois, ils ont refusé le projet de la FFR à Pantin. Il y avait un projet immobilier sportif. Oui. Ils ont refusé d'aller là-bas à Pantin avec la FFR. C'est le Lombard, ouais, c'est ça. Ils ont refusé. Terrain des PTT. Ouais, voilà, c'est ça. Et de la police, ouais. Et ils ont refusé déjà ce projet-là, mais je pense que là, ils l'ont refusé. Mais je pense que là, ce projet-là, comment tient la route. Je veux dire, c'est quand même important. Au niveau du PSG, est-ce que les Yvelines débloque des budgets pour le PSG? Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Ah oui, un petit peu. Parce qu'il joue pas ici, il s'entraîne au Camp des Loges. Mais il joue au Parc des Princes. Il mettait à disposition les terrains. Il y a un partenariat entre le département et la Fondation PSG qui permettait à des jeunes de rencontrer les joueurs du PSG. Il y a aussi des retombées économiques. C'est plus de 300 millions par an pour la région Île-de-France. C'est pas le département. C'est donnant. Il y a quand même aussi un retour sur investissement. Et je peux te dire donc là, je pense pas que les clubs amateurs, Versailles, Plaisir, Maison Lafitte que tu as cité, je pense pas qu'ils aient à craindre la venue du Stade Français sur le Camp des Loges. Non, mais quand je parle de moyens, c'est ne serait-ce que la mise à disposition de terrain. Nous pour un club. Maison Lafitte jouait là-bas au Camp des Loges à un moment. Ouais, et très proche aussi. Ils ont le même problème qu'à Versailles, c'est un problème de nombre de terrains d'entraînement praticables, parce que maintenant, dès qu'il y a moindre goutte de pluie, on ferme les terrains en herbe. Donc soit on a un terrain synthétique pour pouvoir fonctionner. À Versailles, par exemple, c'est deux terrains disponibles pour 650 licenciés. C'est un casse-tête monumental. Et là, on pourrait dire simplement, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des terrains disponibles? C'est que ça, je ne parle pas forcément de sonnant et trébuchant, mais des terrains disponibles pour pouvoir délester un petit peu certains mercredis, certains samedis sur des plateaux d'école de rugby. On va devoir avancer dans l'émission. Désolé Pierre, je sais que le sujet vous tient à cœur. Vous êtes un peu énervé, mais vous revenez de vacances, donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Détendu, on va passer maintenant à notre page débat. On va parler du Dakar 2023 qui s'est terminé le 15 janvier dernier. On vous le disait, un Yvelinois s'est distingué sur cette course. Jean-Pierre Garcin, le copilote originaire de Montesson, a terminé à une belle 16e place avec le pilote chinois Guozhou Zend. Il termine à plus de 7 heures du vainqueur qatari Nasser Al-Attiyah. On écoute la réaction de l'Yvelinois sur le plateau de TV78. Les écarts sont très resserrés, quoi. Il y a plus trop de différence, il y a plus d'arrêts, les voitures tombent plus en panne. Moi, je suis pas sorti de la voiture à part en cas de choc, puis on a fait 2 crevaisons. Je suis jamais sorti de la voiture. Avant, on s'en sablait et tout. Maintenant, les voitures sont tellement performantes qu'il se passe plus tout ça. Au moins devant, quoi. Derrière, bien sûr, c'est plus difficile. Donc, les écarts sont très très petits entre tous. Le 15e doit être à 5 minutes devant nous, le 17e à 5 minutes aussi derrière nous. Oui, vous avez pu voir la magnifique cravate aussi de Grégory, col roulé aujourd'hui. Alors il voulait terminer dans le top 15, il termine finalement 16e. Est-ce que Jean-Pierre Garcin a réussi son Dakar 2023 ? Oui, unanime. Philippe, pourquoi ? Déjà de finir 16e, je trouve que c'est pas mal, hein, je veux dire. C'est son 24e Dakar, je crois. 24e Dakar, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de bossé quand même. Et je trouve que c'est quand même il y a tellement d'aléas, je veux dire, mécaniques et tout ça que tu pars. Après, est-ce que c'est plus le Paris-Dakar, je trouve, il y a quelques années aussi, hein, je veux dire. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son fond. Il est quasiment jamais sorti de sa voiture pour réparer, à part quelques crevaisons, des petits impacts, mais pas plus. Ouais. Parce que maintenant, je veux dire, ça a tellement mécaniquement, je veux dire, c'est costaud. Hein, je veux dire, mais 16e, c'est une très belle performance. Hein, c'est une très très belle performance. Hein. Jean ?
Vous êtes admiratif des pilotes du Dakar. Admiratif? Oui. Ah bon? Non, oui, je pensais. Non, pas totalement. Pas plus que ça. Non, je voulais simplement dire que déjà il l'a fini, c'est déjà bien, puisque. Mais bon, alors on revient, il l'a dit lui-même, il est quasiment pas les seuls de la voiture. Je pense quand même que le Dakar a perdu quand même de sa superbe. Mais il le dit lui-même. Ça a perdu de sa superbe. Les tracés sont beaucoup moins durs qu'avant, qu'ils ne l'étaient il y a bien avant. Donc forcément, il y a beaucoup moins de casse. Certes, on dit que c'est plus solide. Enfin, ils n'ont pas révolutionné le sport automobile et les véhicules ne sont pas 10 fois plus solides. C'est surtout que les parcours, les tracés sont beaucoup moins compliqués, beaucoup moins difficiles, beaucoup moins accidentogènes et forcément, il y a beaucoup moins de casse, il y a beaucoup moins d'enlisement, il y a beaucoup moins tout simplement. Et donc après, c'est plus une course, je vais pas dire qu'une course pépère non plus, mais ça n'a plus rien à voir avec le Dakar tel qu'on a pu le connaître, avec toutes les péripéties qui entouraient cette compétition de prestige. Voilà. Maintenant, le finir, c'est déjà une belle performance, et c'est ce que je souligne avant tout. Et en plus, au vu du scénario, dès le début du Dakar, il a eu des gros problèmes sur la voiture. Ils ont eu, sur la deuxième étape, il me semble, une crevaison. Il a dématé. Et voilà, il a dématé. C'est pas lui. Ça, c'est sur une autre épreuve. Un autre Évinois qui a eu quelques problèmes sur les dernières compétitions de voile. Qui a été difficile à gérer. Au final, 16e place. Alors, il est juste une place derrière son objectif qui était top 15 pour sa 24e participation. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que c'était une première participation avec le pilote chinois Guoyu Zhang. C'était une nouvelle collaboration. Il s'est jamais rencontré avant le Dakar. Il s'était rencontré que par visio. Ils avaient préparé le Dakar à distance. Sur place, Guoyu Zhang visiblement ne parlait pas très bien anglais, donc c'était un peu difficile la communication en dehors des étapes. Il a dit qu'il parlait très bien anglais, mais quand il est arrivé sur place, il parlait avec des signes. Il parlait avec des signes. Voilà. Donc dans la voiture, après pour des aspects techniques, donner des informations techniques, pas de souci. Mais à l'extérieur de la voiture, ils étaient obligés de passer par une interprète. Donc pour une collaboration qui était, on va dire, sur le papier au début, on pouvait se poser des questions. Finalement, terminé 16e, ils sont à 7 heures d'Alatia. C'est ça. Qui est la légende de... Comment tu fais pour être copilote avec un langage des signes? Droite léger, droite serrée, Après, je pense que le vocabulaire technique dans la voiture doit pas être très riche. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler, apparemment. Et pour conduire, ils ont fait ça à Shifumi ou... Il y a beaucoup d'électronique aussi en voiture, ce qui n'avait pas forcément avant. Là où on disait que le Dakar avait changé. Rapidement, Pierre. Il y a quand même quelques casses. Je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit, mais notamment la tentative de remontada de Loeb sur la fin et qui finit par une casse assez sérieuse. C'est que c'est là aussi où l'électronique et la modernité ne fait pas tout. Pour rattraper. Mais il reste quand même un petit peu de hasard dans le rallye raid et ça c'est plutôt pas mal. Mais là, parce que lui, c'est un pilote confirmé qu'il a roulé comme un fou. Ouais. Bon, en tout cas, Jean-Pierre Garcin repartira normalement l'année prochaine pour un 25e Dakar. 25e Dakar l'année prochaine. Pour l'instant, il ne sait pas encore. Il sait pas encore. Alors, il ne sait pas encore s'il va repartir, mais il dit qu'à chaque fois, c'est toujours ça. Les premiers jours, il hésite. Et 2 semaines après, il dit ok, je repars. Donc pour l'instant, on ne sait pas avec qui il repartira. Quand il est revenu de son Dakar, il voulait plus. C'était sûr qu'il arrêtait. Et quand il était venu sur notre plateau, il nous a dit non, j'y retourne. Parce que voilà, c'est dans son essence. C'est sa passion. À part ici, la couverture médiatique est un petit peu plus faible aussi d'année en année du Dakar. Dommage. Sauf chez nous, bien sûr. Voilà, sauf ici. Alors, au moment d'en parler football et d'un footballeur que tout le monde connaît autour de cette table, Zlatan Ibrahimovic, invité de la matinale de France Inter dans le cadre de la promotion d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, où il joue un rôle. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est exprimé sur la finale de la Coupe du Monde. Il a fustigé le comportement des joueurs argentins. Il a dit « Je suis inquiet pour les autres en Argentine parce qu'on se souviendra de Messi, mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Pour moi, qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c'est un signe que vous ne gagnerez jamais plus une seule fois de plus. On ne gagne pas comme ça. Il épargne quand même Messi dans ce qu'il dit. La question sur cette thématique, a-t-il raison d'attaquer autant ces Argentins? Philippe. Je partage aussi. Oui et non, parce que en plus en venant de lui, il est quand même, il a quand même quelque chose derrière. Je veux dire, comme en 2015, là, lors d'un Bordeaux PSG, qu'il avait dit la France est une équipe un pays de
Je ne dirais pas, mais bon, voilà, bien, il l'a c'est quand même dit, plus tout ce qu'il a. J'en l'aurais dit, par contre, je tiens à le préciser. C'est bien, vous respectez les règles, Philippe. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, bon, ça vient de lui. En plus, là, il y a Agüero, l'ancien joueur argentin aussi, qui l'a taclé, c'est qu'à de le dire, taclé dans la presse aussi, que de dire que les dernières années, il avait rien à dire parce que lui, il a jamais participé à la Coupe du Monde les 2 ou 3 dernières éditions. Il n'a pas participé. Bon, après, voilà, c'est du Zlatan. Oui, voilà, pour moi, c'est ça. C'est du Zlatan. Plutôt étonné par le moment qu'il choisit pour mettre un pavé dans la mare. Parce que on est tous d'accord. La promotion d'un film, c'est ça. Ça sort un peu de nulle part. Alors c'est sans doute aussi pour plaire au marché français. Au marché du cinéma français et donc du football français. Donc bon, le timing est peut-être un peu mercantile. Je suis un peu étonné quand même. Après, il a critiqué, je crois, de mémoire, pendant toute la compétition, l'équipe d'Argentine. Mais sur le propos, on est tous unanimes. C'est effectivement le comportement des Argentins pendant et après la finale a manqué clairement d'élégance. Je parle même pas du gardien et des gestes obscènes du gardien au moment de la remise de son trophée de meilleur gardien de la compétition. Enfin, c'est des trucs, c'est lunaire. C'est absolument lunaire. Donc là-dessus, il a raison. De là à dire après ils ne gagneront plus jamais rien parce qu'il manque d'humilité, on dit si l'humilité faisait perdre, ça se saurait. Ou si elle faisait gagner même aussi, ça se saurait aussi. Oui, moi je suis d'accord avec Philippe sur l'aspect Zlatan, c'était pas le dernier à chambrer, hein. C'est un gros chambreur, on connaît ses zlataneries, ces petites punchlines qui zlatanées d'ailleurs, hein, qui rentraient dans le dictionnaire français, voilà. On connaît les punchlines de Zlatan Ibrahimovic, donc de se permettre de dire que d'autres charrient, bon, après sur le fond oui, bien sûr que les Argentins sont allés trop loin, ils n'ont pas eu la victoire honorable, on va dire. Déjà c'était quand même une grande joie pour ce pays depuis Diego Armando Maradona 1986, c'était la dernière Coupe du Monde, de revenir gagner après tant d'années, plus de oula, je suis très mauvais en calcul, 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard. 27. Oui, 27 ans. Ouais, voilà. Non, 27 ans. Ouais. 26 en décembre. C'était en décembre. Oui, voilà, ils auraient pu juste se contenter de cette victoire et fêter plutôt que d'aller vanner les Français. En plus, ils ont beaucoup vanné Kylian Mbappé qui a quand même mis juste un triplé en finale. Voilà. Ça joue pas grand-chose. Ça joue pas. Si la dernière occasion passe, on n'a pas cette polémique. Ouais. Et après, par contre, je suis pas d'accord aussi avec lui sur il épargne Messi. Messi a quand même cautionné les taquineries d'Emiliano Martinez sur le bus où Emiliano Martinez porte un poupon avec le visage de Mbappé. Messi est juste à côté, c'est quand même son capitaine. Son capitaine. Voilà, son capitaine. Il ne l'a pas vu apparemment. Alors, il l'a pas vu, soi-disant. Il a peut-être pas utilisé les mêmes mots qu'Emiliano Martinez, mais en tout cas, il aurait pu aussi dire attention, tu vas un peu trop loin, quoi. Voilà, il aurait pu aussi sortir publiquement pour dire il faut quand même respecter Mbappé qui a été un valeureux adversaire en finale de cette Coupe du Monde. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? C'était il y a 36 ans. Je viens de préciser. 36 ans. Ouais, oui, plus de 30 ans. Ouais, tu m'as déstabilisé. Je suis très mauvais en calcul. On va passer aux chiffres et les lettres. On l'a tous vu. Le compte n'est pas bon. Tous vu. Non, moi, on va pas revenir sur ce qui a été dit. On condamne tous le comportement des Argentins, c'est sûr. Maintenant, voilà, je vais vous dire. Que ça vienne de la part d'un mec comme Zlatan Ibrahimovic, alors là, moi, ça me fait hurler de rire. Et puis c'est surtout quand même que dans ce milieu, dans ce sport, ils passent leur temps à se chambrer, à pas se respecter. Et là, on est outré parce que les mecs, ils font un truc, certes, c'est la finale Coupe du Monde. C'est surtout parce que c'est la France qu'ils ont battu, quoi. C'est ça surtout qui nous fout les boules. C'est pas spécialement le comportement. Des comportements dans le foot, mais il y en a constamment. Des comportements qui sont complètement aberrants. Donc, un de plus, un de moins. Mais surtout pas que lui vienne nous dire que lui, c'était inadmissible, machin, tout ça. Lui, comment il était, lui, quand il jouait? Non, mais faut arrêter, quoi. C'est lui, d'ailleurs, je me rappelle plus si il avait demandé à un joueur, c'est quoi ton nom, je te connais pas. Parce que lui, il a toujours été respectueux, lui. Alors bon... Hashtag vénère. Non, mais ils me font rire, ces gars-là. Ah, nous avons un appel de Zlatan Ibrahimovic qui voudrait dîner avec vous, Jean. Autant Yoka, bon, faut faire attention, mais lui, par contre, il peut venir. Il fait quand même quasiment 2 mètres. Ça fait rien. Alors là, par contre, Yvelines en plus, Zlatan. Il avait une dans les Yvelines, je crois. Lui, il aurait fait sauter. Et qui fait du cinéma maintenant, donc...
26 ans et demi, on vient de me dire en régie. 26 ans et demi, donc je sais pas qui a raison, qui a tort. On va dire 86, 22. Je sais pas ce qu'on vient de me dire, je n'ai pas ma calculatrice, mais on vient de me dire ça en régie. Apparemment, les comptes sont mauvais en régie aussi. On va passer aux lettres maintenant. Alors, on peut mieux passer aux lettres. Alors, on continue à parler football. On termine par l'une des images insolites de la semaine dernière. C'était jeudi dernier. L'équipe du PSG a visité le futur centre d'entraînement à Poissy. L'occasion pour l'ensemble du groupe parisien de voir l'avancée des travaux. On a pu voir Mbappé, Messi ou encore Neymar en tenue de chantier dans des vidéos. La livraison de la structure est programmée dans le courant de l'année 2023. Elle comprendra 17 terrains de football, des hébergements, un restaurant ou encore un spa. L'équipe première devrait s'y entraîner à partir de cet été. Tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez de cette visite des Parisiens? Mais une tenue de chantier, parce que c'est eux qui ont fait les travaux. Oui, on n'a pas les images. Alors, je ne sais pas si on a les images, je ne sais pas. Mais c'est les joueurs qui ont fait les travaux sur leur temps libre ou... Alors, ils sont allés visiter l'avancée du chantier. Et du coup, en tenue réglementaire avec le casque de chantier. Fantastique. Non, ce qu'ils ont fait, c'est parce que comme il y a OM PSG là, et que Neymar, il ramasse toujours des choses, tu sais, sur la tête à chaque fois qu'il va tirer les corners, et ben là, il a un casque. Ils ont un casque. Ils vont aller jouer, ils vont pour le garder quand ils vont aller à l'Orange Vélodrome, je dis bien. C'est livraison avec 1 an et demi de retard, je crois, par rapport à ce qui était prévu. Bon, ce qui est en termes de travaux à peu près la norme. Donc pas trop de problèmes. C'est vraiment, faut voir la photo. Hein. Je sais pas si vous l'avez récupéré, mais il faut voir la photo avec les trois là, nos trois compères là, qui sont plus Verratti, qui sont absolument ravis d'être là. Ils sont franchement, mais très très contents d'être sur cette photo là. Bon, après, plaisanterie mise à part, cet endroit-là, ça va être un centre d'entraînement flambant neuf, high-tech. Je passe devant quasi toutes les semaines. C'est un très très beau produit et là aussi, je pense, un produit d'appel d'abord pour le PSG, mais peut-être qu'il y aura aussi d'autres équipes sportives qui pourront en profiter dans les années à venir. C'est très bien pour les Yvelines, c'est très bien pour Poissy d'avoir ce type d'équipement à proximité et d'avoir une équipe de l'image du PSG en résidente entraînement. Là, on en parle, encore une équipe parisienne qui vient dans les Yvelines. Et t'as pas peur que ça fasse de l'ombre au rugby Versailles? Je pense qu'on va le payer. On va le payer. Oui, un bel écran pour ces Parisiens qui... Une image sympa. Bon, on l'a pas vu l'image, mais c'est une image sympa. On les voit, c'est un moment de vie entre eux. Ils étaient contents ou pas, je sais pas, d'être là. Ils ont répondu à quelques interviews. Ça nous a permis aussi de voir un peu les avancées de l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on passe souvent en proximité. On a du mal à rentrer. On avait fait le tout début des travaux. On avait réussi au moment de l'annonce et on avait réussi à faire les tout premiers travaux. Mais c'est vrai de rentrer dedans pour voir l'avancée. Là, on a vu qu'il y a c'est encore très secret. Voilà, il y a quand même des bâtiments qui sont sortis de terre, heureusement, puisque normalement ils vont occuper les lieux à partir de la saison prochaine. Sachant que le Stade Français va arriver. Donc... On a vu que la pelouse commençait, les pelouses des 14 terrains de football commençaient à pousser tranquillement. Voilà, tout n'est pas encore en place. Les arbres aussi, ouais. Une forêt. Oui, sur le terrain. Et tout autour. Oui, parce qu'il y a un verger, forêt tout autour. Il y a du jus de pomme du Paris Saint-Germain qui est produit sur place. Donc non, ça permet de voir l'avancée des travaux et effectivement, écrin de dernière génération et qui sera à la hauteur de toutes les ambitions que porte le PSG. Alors les images, vous avez vu les joueurs du PSG avec leur petit casque de chantier, vous en avez pensé quoi, Grégory, notamment Verratti, vous qui êtes un fan du sport italien? Tout à fait crédible en chef de chantier, Marco Verratti, très très sympa. Non, c'était une image sympa à voir. De l'avenir. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un coup de projecteur, un coup de pub. Je crois que 2 jours avant, ils n'étaient pas contents, ils étaient venus en chasuble jaune parce que Galtier les avait privés de 1 jour et demi de congé en plus, et ça venait après. Alors c'est un coup de pub, sachant qu'on ne sait pas le nombre de joueurs qui seront là l'année prochaine pour commencer à l'utiliser, tu vois. Donc, oui, mais si sur les images nous semble un petit peu blasé, peut-être qu'il ne sera pas présent l'année prochaine au Paris Saint-Germain, on ne sait pas encore. C'est bien pour un club comme PSG d'avoir, comme tous les grands clubs, ils ont un centre d'entraînement, voilà. Mais est-ce que ce centre d'entraînement sera encore fort à la mot, personne ne pourra y rentrer, se va pas aux Yvelinois, pourront pas aller le visiter, pourront pas faire des trucs. Je veux dire, c'est dommage que s'il n'y a pas ça, pour les Yvelinois, ça sert à rien. Si c'est fermé, qu'on peut pas y aller. Et ça fait. Et je pense qu'en termes de choix dans la date, on est
dans un timing parfait pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que les résultats sportifs en ce moment du PSG sont pas au beau fixe depuis le retour du PSG sur le terrain en 2023. Il y a eu 2 défaites, un match nul là dernièrement contre Reims. Ça permet de parler d'autre chose que des résultats en dents de scie pour le PSG. Oui, justement, la Ligue des Champions, est-ce que vous êtes optimiste par rapport au match contre le Bayern, Jean? Alors on va dire le PSG, quoi. On ne sait pas. C'est comme ça, à ce moment-là. Sauf que le Bayern a réussi à prendre 2 joueurs pendant le mercato et PSG a loupé Ziyech dans un vraiment. Est-ce que c'est Chelsea qui n'a pas voulu et tout ça? Ziyech, c'est quand même un truc inadmissible par rapport à un grand club comme ça, de se faire avoir à 10 minutes près, de ne pas avoir les papiers signés. Il a perdu ses papiers. Inadmissible. Mais les règles sont les règles. Oui, ça, il n'y a rien à dire, mais ils n'avaient qu'à le faire 2 heures avant. Comme le médecin des tapis. Voilà. Les règles sont les règles. Alors c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Novak Djokovic qui vient de remporter son 22e titre du Grand Chelem. Le tennis n'est pas qu'un sport, c'est une façon de vivre. Donc fais-en ta vie, joue à fond, travaille dur et entraîne-toi. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.